Bienvenue dans Vie de mère. Je suis Clémentine Guilbaud de Maison. Et moi, Margot Elquier. Et dans ce podcast, on part à la rencontre des mères de toute la France. Notre but ? Remonter à la racine de leur engagement. Comprendre leur quotidien, leurs difficultés et leur réussite. Et peut-être vous donner envie de vous bouger, vous aussi, pour votre commune. Vie de mère. Oh, c'est une sacrée vie de mère. Dans cet épisode de Vie de mère, enregistré cet été à Vaour lors des rencontres des listes participatives et citoyennes, j'ai rencontré Laetitia Hameau, maire de La Crèche, une commune de 5700 habitants dans le département des Deux-Sèvres. Son visage vous est peut-être familier. Elle a récemment été l'invitée de Squeezie dans sa vidéo « Qui est l'imposteur ?», qui a déjà fait 9 millions de vues, où elle a tout simplement marié un trouble formé par Alison Wheeler, Jérôme Commandeur et Squeezie lui-même. Loin d'être une impostrice, engagée depuis toujours, ancienne bénévole en prison et militante au planning familial, Laetitia bouscule les codes traditionnels de la politique locale. Dans cet épisode, elle nous raconte comment, en seulement 2 mois de campagne, son collectif a réussi à battre un maire sortant avec une méthode aussi simple que révolutionnaire. Redonner le pouvoir aux habitants. Aujourd'hui, Madame la maire continue à défier toutes les conventions. Dans sa commune, pas de cumul de mandats, une gouvernance horizontale où la maire n'est qu'une facilitatrice et une volonté farouche de faire de la crèche un espace refuge face à la montée des périls politiques. Bonne écoute. Bonjour Laetitia Hameau. Bonjour. Merci d'être avec moi pour ce nouvel épisode de Vie de mère. Première question pour débuter, qu'est-ce que vous rêviez de faire dans votre vie quand vous étiez petite ? C'est une très bonne question. Monitrice d'équitation. Voilà, bon bah c'est raté. Il y a plusieurs mères qui m'ont déjà dit ça. Je me disais un truc entre l'équitation. Des femmes ou des hommes ? Parce les que deux. C'est plutôt... Ah ouais, c'est le truc avec le cheval. C'est le soin des autres. Non, voilà. Et puis après, qu'est-ce que je rêvais de faire ? Moi, je rêvais de travailler en prison. Oui. C'est particulier, ça. Passion pour la prison. Heureusement, j'ai pu... alors, vous allez voir que j'ai beaucoup de passions particulières. Et que j'ai pu expurger cette passion avec le GNEPI, parce que j'ai été beaucoup bénévole au GNEPI, qui est le groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. C'est un peu comme ça que je suis rentrée dans l'associatif. Voilà. Ok, donc avant d'arriver au GNEPI, dans quel univers vous grandissez ? Est-ce qu'il y a des figures d'engagement ou de municipalité autour de vous ? De municipalité, non, pas du tout. Moi, je grandis à Saint-Maur-des-Fossés. Saint-Maur-des-Fossés, c'est une ville de droite du Val-de-Marne, qui est à côté de Créteil, Champigny, entourée donc de villes un peu communistes. Mais Saint-Maur-des-Fossés, ça a été la première ville avant Neuilly à payer des amendes parce qu'elle refusait de faire des logements sociaux. Donc, moi, je viens d'une famille... mes parents étaient bibliothécaires, donc on n'est pas forcément hyper riche, par contre avec un certain capital culturel, parce que j'ai plutôt une famille dans le théâtre et dans le cinéma, mais vraiment pas riche, dans un milieu très très riche, et du coup, et une famille très ancrée à gauche. Ça pour le coup, j'ai toujours été très à gauche dans mon environnement et du coup dans mes idéaux à moi. Voilà. Et donc, vous grandissez dans cet univers-là. À l'école, vous êtes quel type de petite fille ? Vous êtes bonne à l'école, bonne élève ? Oui, je suis plutôt bonne élève, pas du tout bosseuse. Donc, du coup, la bonne élève par hasard, par coup de chance, ce qui va me jouer des tours, évidemment, à un moment, parce qu'il y a un moment où il faut travailler, en vrai, ça marche pas, sinon. Donc, je vais redoubler ma seconde. Mais à l'école, ouais, je fais partie des élèves. Puis, j'étais pas en bibliothécaire, donc je lis beaucoup. Voilà, et j'ai donc ma grand-mère qui faisait du théâtre, etc. Donc, je vais beaucoup au théâtre. Et vous allez jusqu'au bac, comme ça ? Je vais jusqu'au bac et j'enchaîne avec des études de psycho. Je dois avoir l'un des tout derniers docs de psycho, puisqu'après l'examen n'existe plus. Et là, je fais une année de césure avec l'idée de me préparer donc à l'examen pour devenir
comment ça s'appelle CIP, conseillère d'insertion et de probation, pour justement travailler en prison, parce que j'avais vraiment une passion pour la prison. Voilà. Et... Donc c'est pendant vos études que vous avez été au Genepi? Oui. C'est le groupement étudiant national, donc il faut être étudiant. Donc à quel moment c'est né cette passion pour la prison qui est quand même assez particulière? Toujours. J'ai toujours été fascinée par l'enfermement, la condition carcérale. Quand j'ai 15 ans, je découvre le débat sur la peine de mort et Badinter qui va devenir une figure. Je crois que j'ai jamais autant pleuré pour la disparition d'une personnalité publique que l'année dernière. Je veux dire, j'étais dans mon bureau à la mairie et je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que Badinter était mort. Voilà, Badinter, grande figure que j'ai beaucoup suivie. Et puis voilà, toutes les questions, mais même Victor Hugo, toutes les questions autour de l'incarcération et ces choses-là. Pourquoi est-ce que ça me fascine? Ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Je n'en ai aucune idée. Et donc après, vous êtes diplômé de psycho? D'un doc de psycho, ce qui ne vaut absolument rien. Là, je mets en pause mes études normalement pour 1 an, en me disant que je vais préparer le concours d'éducatrice spécialisée. Ce faisant, parce que je continue à être militante au Genepi, je rencontre une autre association qui s'appelle AnimaFac et qui est le réseau des associations étudiantes. Et quand je rencontre cette association, je vais devenir volontaire en service civique, c'est-à-dire le volontariat. Et ça va être ma première année de volontariat, je vais en faire 3 en réalité. Les 2 premières à AnimaFac et la 3e à la Ligue de l'enseignement. Et je vais devenir présidente de ce réseau de 10 000 associations étudiantes. Voilà. Tout en continuant à être étudiante? Et donc à ce moment-là, je fais une parenthèse dans mes études jusqu'à la 3e année où là je vais reprendre une licence professionnelle de management des organisations de l'économie sociale et solidaire, sachant que les associations sont des organisations de l'économie sociale et solidaire. Et donc du coup c'est un diplôme que je vais passer un peu en VAE, en une forme de VAE on va dire, parce qu'à ce moment-là j'ai beaucoup d'activités militantes à côté et que ça plaît beaucoup à mon directeur de licence. Qu'est-ce qu'on apprend quand on a ce niveau de responsabilité-là à AnimaFac? Le bonheur de l'engagement, le fait d'aller réfléchir. Moi, ce qui me porte dans le militantisme, c'est l'action, mais c'est aussi la réflexion. Et c'est comment on va réfléchir des systèmes d'oppression, comment on va lutter contre, comment on va réfléchir à aller chercher les uns les autres et à leur permettre de s'engager. Ça, c'est fascinant, c'est génial, j'adore. Et puis, on va découvrir le milieu politique, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est le moment où je vais aller visiter un peu tous les ministères. Je vais aller à la grande partie de l'Élysée, à Matignon. Je vais rencontrer des ministres, Christine Boutin notamment, grand souvenir de Christine Boutin, puisque ce sera le moment de l'élection de Sarkozy. Voilà, donc je vais côtoyer aussi tous ces milieux-là politiques, je vais les côtoyer de plus près. En se posant comme une forme d'opposition à l'époque? Ou quel est le rapport avec cette élite-là? Eh ben oui, mais alors et non, parce que c'est toute la subtilité du monde associatif. C'est dans le monde associatif, on est dans l'action. On n'est pas dans le pour ou contre, et on n'est surtout pas dans le pour ou contre pour gagner des élections, puisque c'est pas du tout notre but. Par contre, on est dans le fait de faire passer des messages, et les messages, on doit les faire passer à tout le monde. Donc, on a beau avoir une ambiance, on sait bien quand même si on est de gauche ou si on est de droite. On a beau avoir cette ambiance-là, c'est une ambiance qui va déterminer nos valeurs. Mais c'est pas une ambiance qui va nous empêcher d'aller discuter avec qui que ce soit. Évidemment, à part l'extrême droite, toujours. Mais ça ne va absolument pas m'empêcher, moi, d'aller quand je dis que j'ai rencontré Christine Boutin, j'ai longuement discuté avec Christine Boutin. Ça ne va pas du tout m'empêcher de discuter avec elle. Et au contraire, il y a même des sujets sur lesquels on va franchement s'accorder. Ce qui, oui, m'arrache la bouche à dire maintenant, mais malgré tout, c'est ça qui est intéressant. Quand on est dans l'associatif, on vise un projet et du coup, on peut aller dans différents endroits, aller chercher les bonnes idées partout. Est-ce qu'à ce moment-là aussi, vous vous projetez en vous disant peut-être qu'un jour, ça sera moi de l'autre côté du bureau? Pas du tout.
Pour moi, à ce moment-là, on est dans ces endroits-là quand on fait partie d'un parti politique. Or, pour le coup, moi, vraiment, ça, c'est un truc qui est pas dans ma culture. Je suis pas du tout partidaire. Partisane, oui, c'est-à-dire que je sais que je suis de gauche et je connais mes alliés, mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec la notion de parti politique. Donc pour moi, c'est pas du tout un. Après, moi, j'avoue, un élément qui m'a toujours fait un peu rêver, on va dire, qui continue à me faire rêver, mais j'y crois pas plus que ça. Mais c'est la députation, parce qu'il y a un côté vraiment là, on va vraiment passer ces 5 ans dans une espèce de bulle où on va travailler sur des sujets de loi au cœur des besoins des habitants, des Français, et vraiment on va s'y consacrer à plein. Ça fait partie des trucs qui me font rêver. Mais pour ça, il faut passer par l'élection. Et à ce moment-là, pour moi, passer par l'élection, elle passe forcément par justement appartenir à un parti et tout. Et c'est loin de moi. Ça veut pas dire que je me vois pas de l'autre côté du bureau, mais ça veut pas dire que je me vois pas autour dans les gens qui travaillent avec. Mais par contre, avec une certaine, je suis assez, je suis quelqu'un d'un peu, comment je peux dire ça, je suis vraiment quelqu'un de très accroché à mes valeurs et à mes idées. Alors, mes idées peuvent évoluer, bien sûr, mais très accroché à mes valeurs. Je fais pas beaucoup de concessions. Et je préfère de très très loin pas être derrière le bureau si c'est pour jamais renier mes convictions. J'ai pas de problème avec ça. C'est drôle parce que du coup, on va y venir, mais vous êtes maire d'une commune participative. Et pour moi, ça fait un peu... je me dis au contraire, quand on fait du participatif, il faut faire des concessions, non ? Oui. Non, en fait, non. Non, parce que c'est quelque chose que je vais beaucoup répéter dans ces rencontres, mais faire du participatif, c'est permettre à tout le monde de s'exprimer, donc ça déjà de base c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est trouver la possibilité à chacun de se sentir la légitimité de s'exprimer. Et ensuite, ça va être de justement trouver, c'est pas forcément faire des concessions, mais c'est de trouver où est le bon curseur. C'est-à-dire que moi, il y a plein de sujets sur lesquels, par contre, je n'ai pas de... je suis vraiment pas fermée, je suis vraiment pas... Il y a plein de sujets sur lesquels j'ai pas la vérité. Et je suis tout à fait consciente de ne pas avoir la vérité. Il y a des sujets sur lesquels, par contre, j'ai beaucoup travaillé, donc du coup, sur lesquels je sais, je connais, et il y a des valeurs de base. Il y a des valeurs de base que je laisserai jamais tomber. À partir du moment où ça rentre dans ce cadre de valeurs, il peut tout se passer. Et au contraire, j'ai un grand plaisir à me laisser surprendre. Donc l'intérêt, c'est de poser un cadre de valeurs. Et c'est ça les listes, c'est ce qu'on encourage les listes participatives à faire, les collectifs à faire, c'est à poser tout de suite un cadre de valeurs communes pour ensuite avoir toute la liberté de discuter. Donc pour revenir un peu à votre historique de vie, vous êtes très engagé dans ce réseau qui est lié aux universités. Ensuite, une fois que vous êtes diplômé, quelle forme prend votre engagement ? Il va s'arrêter. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, je vais déménager, je vais quitter la région parisienne et je vais partir sur un autre projet. Je vais monter mon entreprise de balade en calèche, donc quand même un petit côté cheval, le retour du cheval. Je vais monter mon entreprise de balade en calèche dans un petit village de 300 habitants, tout en devenant médiatrice du patrimoine archéologique. Voilà, ça va durer 3 ans où je vais vraiment faire une coupure avec la région parisienne. 3 ans aussi, enfin voilà, avec des difficultés familiales puisque ça va se solder sur le décès de ma mère. Mais voilà, 3 ans un peu dans un autre monde. Au bout de ces 3 ans, je vais avoir envie de revenir à quelque chose de plus stable, de moins revenir à la ville en fait. Et je vais trouver du travail dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Intermutuelle Assistance, puisque je vais me rapprocher de Niort, et que Niort c'est la ville des mutuelles, la Maïf, la Massif, la MAF. Et c'est comme ça que je rentre à Intermutuelle Assistance pour devenir manager d'assistance.
Voilà, je vais y rentrer en 2011. Je vais me poser un peu, je vais rencontrer mon conjoint, on va faire un bébé, je vais avoir un cancer, enfin voilà, une histoire de vie qui se déroule. Et puis ça va m'amener jusqu'en 2019-2020. Et en parallèle, voilà, je vais retrouver l'engagement associatif juste après avoir eu ma fille, parce qu'à ce moment-là, il va falloir que je retrouve l'engagement. Il y a quelque chose de l'ordre du besoin physique de retrouver l'engagement associatif. J'aurais jamais trop quitté l'engagement associatif, mais jamais au niveau où j'avais eu. Et là, il va y avoir un besoin physique de me réengager. Et là, je vais me rapprocher. Entre-temps, je suis devenue féministe, parce que je n'étais pas avant, par mes connaissances. Je vais m'engager au sein du planning familial. Et je vais très rapidement devenir présidente de mon AD, mon association départementale, donc de l'association départementale des Deux-Sèvres. On va accueillir le congrès du planning familial en 2019. Enfin, voilà. Est-ce que j'ai l'impression que en interviewant plusieurs mères, c'est souvent après la naissance de l'enfant qu'il y a besoin de se réengager dans l'associatif. Est-ce que pour vous, ça s'explique un peu comme ça aussi? Oui. Moi, ça a été un vrai sujet, c'est-à-dire que l'associatif a toujours été un endroit où je pouvais agir. Or, quand ma fille naît, j'ai besoin d'agir. J'ai besoin d'agir pour que le monde soit meilleur. Et notamment, en l'occurrence, qu'elle ne vive pas de violences sexistes et sexuelles. Et ça va être mon moyen d'agir pour ça, de faire en sorte que je la protège comme ça. Oui, moi je crois que c'est fondamentalement lié. Donc c'est aussi en ayant une fille que vous devenez féministe? Non, c'est arrivé juste un peu avant. C'est en rencontrant mon conjoint que je deviens féministe, mais ça va bien, il le vit bien. Partage des tâches ménagères, ce genre de choses? Oui, c'est toujours un grand sujet. Forcément. Ça nous touche toutes. Donc vous réengagez dans là, le militantisme au planning familial. Est-ce qu'il y a un aspect territorial c'est aussi un lieu de rencontre avec la population? Il y a un lien avec la mairie aussi à ce moment-là? Pas encore du tout avec la mairie. Et d'ailleurs, il faut vraiment se rendre compte que moi, à ce moment-là, la mairie, j'y pense pas du tout. Mais vraiment, mais pas du tout. C'est pas du tout un milieu. Je ne me suis jamais imaginé rentrer dans un conseil municipal. Vraiment, c'est un milieu qui m'intéresse pas. Moi, je suis plutôt sur l'associatif, au contraire, national, normalement. Là, effectivement, avec l'association départementale, on va être sur quelque chose de plus local, même s'il y a un enjeu national. Mais ouais, à ce moment-là, je suis pas du tout sur du communal. En plus, je vais même être un peu, je vais le dire quand même, mais un peu méprisante. Alors, je regrette, hein, je reviens sur ce que j'ai pu penser, mais un peu méprisante en me disant, bah voilà, l'associatif communal, c'est juste les associations sportives du coin, et puis voilà, c'est tout, quoi. En réalité, c'est beaucoup plus, mais et surtout, c'est un vivier incroyable. Mais voilà, à ce moment-là, en tout cas, je suis plus dans un militantisme national plutôt que focus sur un territoire. Jusqu'en 2020. Exactement. Et donc là, c'est les élections. Donc les élections elles ont lieu en mars 2020. Oui. Votre engagement, il commence quelques mois avant. C'est ce que je raconte régulièrement. Le 15 mars, on sera élu au premier tour, en plus, parce qu'avec 2 listes. Moi, je ne connais personne de la liste le 19 janvier. Le 20 janvier, on fait la première réunion. Et en fait, on va enchaîner les réunions à partir de là. Le collectif se monte. Et en 2 mois, on a gagné les élections. Qu'est-ce que ça a été l'étincelle en janvier 2020? En fait, en décembre, moi, j'avais commencé. Les élections arrivaient, et du coup, assez simplement, comme quoi je connaissais vraiment personne, je suis allée interroger une copine que j'avais à Niort au planning, en disant, tu sais pas s'il se passe quelque chose pour les municipales à la crèche? Et elle me dit, bah si, tiens, contact, machin, tu vas voir, ça pourra t'intéresser. Je sais pas. De ce que je connais de ce garçon-là, je suis pas forcément fan. Si t'inquiète, vas-y. Et effectivement, il était justement, lui, en train de commencer à rencontrer 1, 2, 3 personnes qui avaient peut-être envie de faire quelque chose. Il a été un peu l'agrégateur de ça. Et du coup, on se rencontre assez rapidement pour en discuter. Et en janvier, on est parti.
Vous êtes partis à 2? On est parti à 4, 5. Ok. Et le 20 janvier, on a rameuté tous nos proches, donc on est une petite vingtaine. La semaine d'après, on est une quarantaine. Et après, au fur et à mesure, on va avoir une centaine de personnes qui vont tourner un peu avec un noyau dur, mais des personnes qui vont tourner, qui vont commencer à s'intéresser, qui vont commencer à regarder, qui vont être curieux, parce qu'en plus, alors, moi je crois qu'il y a 3 choses qui nous ont fait gagner l'élection. Je crois qu'il y avait une farouche volonté de mettre à bas l'ancien maire. Il y avait un côté écolo. Nous, on apportait un côté écolo et je pense que c'était une attente des habitants à ce moment-là. Même encore maintenant, mais à ce moment-là, pour le coup, nouvellement en tout cas. Et le 3e sujet, c'est que la précédente municipalité s'apprêtait à détruire la piscine. Et il y a un collectif d'habitants qui s'est monté là-dessus. Et clairement, nous, on s'était engagé à, en tout cas, interroger les habitants sur l'avenir de la piscine. Et je pense que ça nous a bien aidé à gagner les élections. Ce que je dis toujours, c'est que la subtilité avec les municipales, c'est qu'on ne sait jamais dans quelle proportion quoi a fait basculer, ce qui a fait basculer. Sachant qu'en plus, le Covid va arriver par là, etc. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on voit que vous avez vraiment les 3 dimensions de l'action, du rejet, disons, d'un système, en même temps une valeur commune et puis un projet sur lequel vous vous appuyez. Et en si peu de temps, c'est hyper impressionnant. Et justement, pour mieux comprendre le paysage politique de la crèche, c'était qui ce maire dont vous ne vouliez plus? Alors, c'était son premier mandat, son seul d'ailleurs, et on espère que ce ne sera jamais son seul. C'est un monsieur, alors je ne vais pas être très sympathique avec lui. À l'époque, je le connais moi, pas plus que ça. Et donc, du coup, je ne suis pas fondamentalement contre. Par contre, c'est un maire qui se présente sans étiquette. Sans étiquette, c'est bien facile pour cacher une ambiance, malgré tout. Et l'ambiance, elle est plutôt de droite, voire très de droite. Donc moi, ça va me suffire, moi, à m'engager contre lui. Je réfléchis assez peu par rapport à ça. Et en l'occurrence, cet ancien maire, c'est un maire assez classique, paternaliste au possible, manipulateur, évidemment avec qui va concentrer tout le pouvoir dans ses mains à lui et uniquement dans ses mains, avec des adjoints qui sont des véritables marionnettes, des véritables lieutenants qui vont porter ça. Et puis c'est un maire qui traîne derrière lui quelques casseroles, notamment de VSS. Donc voilà, il n'a pas une bonne ambiance, il n'a pas une bonne réputation. Et puis là, c'est pour la personnalité du garçon. Et en face de ça, il y a quand même une situation de la commune qui, à ce moment-là, est parfaitement désastreuse financièrement. Pour le coup, pour donner un exemple, on va être la veille de notre premier... la veille, le matin même de notre premier budget, on va être convoqué par la préfecture pour nous signifier que la crèche est mise dans le réseau d'alerte, c'est-à-dire à 2 doigts d'être placée sous tutelle, tellement les finances sont mauvaises. Donc nous, ça nous arrange parce qu'en fait, c'est pile au moment où nous, on récupère un budget. Donc on savait déjà que c'était grave. Donc il n'y a pas de surprise pour nous. Mais par contre, c'est hyper intéressant politiquement que ce soit la préfecture qui le dise et pas nous. Mais ça donne un niveau d'état dramatique des finances. Est-ce que vous conseilleriez à une liste qui veut se monter d'attendre le dernier moment comme ça, de créer l'effet de sursaut? Non, je le conseillerais pas. Je dis que c'est pas impossible. Par contre, je dis qu'il faut pas se l'empêcher. Mais je le conseillerais pas parce que nous on a eu pas mal de chance et surtout on a réussi malgré tout à se poser les bonnes questions, mais il y a des questions qu'on n'a pas pris le temps de se poser. Je vais dire un truc, mais par exemple, heureusement qu'on a eu le Covid malgré tout, parce que ça nous a laissé 2 mois pour nous préparer, parce que notamment on savait qui était la tête de liste, mais on savait pas qui étaient les adjoints.
Or, si ça s'était déroulé normalement, une semaine après les élections, on aurait dû nommer le maire et les adjoints. Et ça, on n'était pas prêt, puisque on va quand même se dire la vérité. Au moment où on lance en janvier, au moment où on lance les choses, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une opposition au maire, parce que pour le coup, sinon, il était tout seul. Et ça, démocratiquement, nous, ça nous dérange. À ce moment-là, on veut qu'il y ait une opposition au maire. On n'en est pas du tout à imaginer qu'on va gagner. Petit à petit, ça fait son chemin malgré tout, et surtout parce qu'on voit qu'on a un accueil plutôt positif de pas mal d'habitants. Mais sur le coup, on n'est pas là pour ça. On est là, ne serait-ce que pour faire démocratie. Donc il n'y a pas de troisième liste qui se présente? Il n'y a pas de troisième liste qui se présente, ce qui est pas absurde. Hein. C'est dans une commune de notre taille, il faut mine de rien une 30aine de personnes sur une liste, et arriver à 30 personnes qui sont OK pour se mettre sur une liste, ça reste un challenge. Hein. Donc vous arrivez au pouvoir et là, le Covid. Ouais. Déjà, avec des finances désastreuses. Ça devait être un sacré challenge. Ah, c'était pire que ça. Certaines personnes commencent à nous dire, notamment des agents municipaux, des DG, etc., commencent à nous dire que certainement qu'on a eu le pire mandat, parce qu'il faut bien voir qu'on aura eu le Covid, qu'on aura enchaîné directement par la guerre, du coup les augmentations de prix d'électricité et tout ça, les législatives anticipées, là, enfin, tout ça est un bazar pas possible, alors que nous on est censé arriver à faire des choses. Voilà, donc on aura eu un mandat pas facile. Le Covid, alors c'est hyper intéressant malgré tout. Enfin, je prends ce moment avec beaucoup ça nous aura. Il y a des choses, enfin, ça nous aura beaucoup retardé sur certaines choses, mais comme de toute façon on n'était pas plus près que ça, voilà, ça nous aura aussi laissé le temps d'installer des choses, et nous installer, et notamment de travailler sur notre schéma de gouvernance. On aura pris ce temps. Alors je pense qu'on l'aurait pris de toute façon, Covid ou pas Covid, parce que de toute façon on aurait été confronté à ça, mais à ces questions de gouvernance. Mais pour le coup, voilà, on était une jeune liste. On était des jeunes élus. On est majoritaire. Quand je dis des jeunes élus, dans notre équipe, on est beaucoup de jeunes, et donc notamment de jeunes parents avec toutes les difficultés que ça représente, et travailleurs. Donc, en tout cas, dans le monde du travail, toutes les difficultés que ça représente. Mais aussi des jeunes élus dans le sens où on a effectivement beaucoup de gens qui viennent du milieu associatif ou des habitants entre guillemets lambda, j'ai envie de dire. Et du coup qui n'ont pas forcément cette notion ni de ce que c'est qu'une municipalité, mais encore moins de ce que c'est qu'une mairie, des agents, une fonction publique et des choses comme ça. Ça fait du sens à la crèche d'avoir des jeunes parents à la municipalité. On a une crèche à la crèche. J'étais obligée. Et comment vous avez été choisie tête de liste? Par une élection sans candidat. Pour le coup, c'est ça qui est assez amusant, parce que, amusant. Là, aujourd'hui, j'assume le fait d'être une commune participative, ce que je faisais pas forcément au début, parce que oui, c'était dans notre volonté, mais est-ce qu'on l'était pour de vrai? Ce sera toujours la question, est-ce qu'on l'est pour de vrai ou pas? Pour le coup, on l'est pour de vrai dans le sens où on est très représentatif de ce que c'est qu'une commune participative. C'est-à-dire des jeunes élus qui essayons d'inventer le fil à couper le beurre à partir de nos idées, nos idéaux et de nos valeurs de la démocratie, qui du coup avons passé beaucoup de temps à réinventer des choses qui existaient à d'autres endroits, mais travailler sur ces éléments-là nous a formés, nous. Et notamment, l'un des premiers comités qu'on a fait, c'était un comité budget, qui était parce que donc du coup on a des finances désastreuses, et que donc du coup là on appelle les habitants à venir s'exprimer et à venir travailler avec nous sur ok, les finances sont désastreuses, qu'est-ce qu'on fait, et comment est-ce qu'on fait pour que ce soit pas les élus qui décident de tout, que les habitants comprennent les enjeux et se saisissent des possibilités, avec toute la difficulté que peut représenter un budget communal, parce qu'un budget communal, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas du tout comme un budget familial, ça n'a rien de simple. Il y a le fonctionnement, l'investissement, il y a des subtilités très importantes. Donc il a fallu faire ça, et on a vraiment travaillé sur cette séquence démocratique sur le budget,
à réfléchir à comment est-ce qu'on veut que les habitants montent en compétences, rejoignent le diagnostic, enfin fassent le diagnostic, et du coup ensuite faire émerger des propositions. Et dans les propositions qui ont émergé, celle qu'on retient le plus, parce que c'est celle qui est un peu la plus marquante, c'est les habitants ont décidé de l'augmentation d'impôts de 4,5 points, ce qui est énorme, mais en répartissant ça sur 3 ans, 1,5 point par an, ce qui était parfaitement inattendu. Pour le coup, on n'attendait pas autant, mais on n'attendait surtout pas que ça se passe sur 3 ans, parce que ça, c'est très particulier. Mais voilà, les habitants, c'est ça qui est ressorti de cette consultation-là, cette concertation-là, et c'était fascinant. En plus, vous avez commencé quand même par la question la plus difficile. Le budget, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est de l'argent, quoi, c'est ce qui crée les guerres. Mais justement, c'est le plus difficile, mais c'est aussi le plus consensuel, dans le sens où on sait très bien, voilà, il y a de l'argent, il y a de l'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et donc, on va se poser les questions. Après, y a des trucs, je dis pas qu'on a tout bien fait, et je dis pas... là, c'était vraiment une nécessité. En plus, c'est un sujet sur lequel toutes les communes ont à passer à un moment ou à un autre. Du coup, c'était vraiment hyper intéressant qu'on puisse le porter avec les habitants. Et puis, conscientiser ce sujet-là. Il y aurait encore à faire là-dessus, mais on a aussi d'autres sujets de séquence démocratique à travailler. Mais oui, c'était vraiment hyper intéressant. Et pour intéresser les gens au budget, comment vous avez fait? Parce que moi, j'ai un peu l'idée que comme c'est un truc un peu technique, peut-être que ça va toujours intéresser les mêmes personnes qui vont venir. Comment on attire aussi des gens qui sont en dehors des cercles de décision habituels? Alors, on a été très aidés par notre chargé de com qui a une idée fabuleuse, qui nous a fait une super affiche. Le slogan, c'était « Mêlez-vous de ce qui vous regarde ». Et ça fonctionne, ça a très très bien fonctionné. Alors il y a des gens qui sont offusqués en se disant mais ça va, vous allez pas m'engueuler parce que faut que je me mêle de quoi, mais et puis en fait ça a bien attiré. Alors c'était important. Globalement, c'est quelque chose qu'on va faire. Alors, c'est pareil, on réinvente le fil à couper le beurre à plein d'endroits. Hein, donc, on n'a pas une méthode hyper claire et nette, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Puis, c'est un marqueur de notre commune. Donc, mais donc là, par exemple, on voulait nos consultations, nos concertations, nos comités. On cherche toujours à avoir des habitants volontaires, mais aussi des habitants tirés au sort, mais aussi des agents, mais aussi des proches de la question, que ce soit des associations, des professionnels, etc. Et donc pour ça, là on s'est heurté par exemple au problème de comment est-ce qu'on fait pour tirer au sort alors qu'il y a le RGPD, c'est compliqué, on peut pas tirer sur les listes électorales, etc. Alors depuis on a appris des techniques de tirage au sort sur cadastre ou des choses comme ça, mais à ce moment-là on est un peu sec et donc on va faire un truc assez simple, c'est tirer au sort sur la liste des habitants qui se sont mobilisés pour la commission communale des impôts directs, qui est une commission qui se rassemble tous les ans pour revoir le prix des impôts des maisons. Enfin, je rentre pas dans les détails, mais du coup, des gens qui sont quand même assez intéressés par la question. Donc, on a un tirage au sort, mais quand même un tirage au sort assez orienté. Les volontaires, et surtout, on fait la campagne qu'on fait dans le bulletin municipal, etc. C'est vraiment de dire, mais venez comme vous êtes. C'est-à-dire... n'ayez crainte, on va être là pour vous accompagner. De toute façon, on va rappeler quelque chose, c'est que les élus sont pas forcément des gens compétents. Et moi, la première, un budget, je savais pas ce que c'était avant de rentrer dans une commune. Donc, si nous on y est arrivé, vous pouvez y arriver. Donc, on va essayer de vous faire suivre le même chemin que nous. Et pour que vous puissiez vous faire vos propres objectifs. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, on va avoir 40 personnes sur ce comité. C'est un comité qui va très bien marcher, alors qu'on est en plein Covid. Ce qui est vraiment en plein confinement, deuxième confinement, là. Donc, du coup, il faut qu'on invite chacune des personnes pour qu'elles aient leurs invitations, pour pouvoir se déplacer dans la commune pour venir à nos réunions. C'est d'une complexité sans nom. Mais on va avoir une très belle représentation avec des membres d'associations qui sont sensibles aux finances communales parce qu'ils savent que ça va impacter leurs espaces de sport, etc. On a des gens donc des impôts directs, on a des gens vraiment
très lambda et qui juste, aussi comme c'est l'une des premières séquences démocratiques, s'intéresse simplement à la méthode et aux trucs comme ça, donc ont envie de venir voir et de tester le truc. Et vraiment, ça va donner quelque chose de très enthousiasmant. Pour moi, c'est une belle réussite. Dans toutes ses imperfections, c'est une très belle réussite. Et la gouvernance, vous la mettez en place en parallèle. Cette gouvernance en répliquant ce modèle-là que vous aviez utilisé pour la question du budget. Non, en parallèle. Alors, pour le coup, c'est en parallèle, voire un poil avant. On va travailler la gouvernance, notre gouvernance à nous, en novembre. Et donc, du coup, surtout, ce qu'on va arriver à se dire dans cette gouvernance, ce qui est important à réfléchir dans la gouvernance, c'est qui a mandat de décision. Et on va poser que le mandat de décision, déjà, il appartient jamais à une personne. Il appartient forcément au moins à un groupe. Et le plus petit groupe étant le groupe de travail spécifique à la question, groupe de travail qui est composé des élus de la commission et des agents et éventuellement des membres qui veulent s'y raccrocher, les associations, etc. Ça, c'est, on va dire, le plus petit noyau. Et le plus grand noyau étant ce qu'on appelle, nous, la plénière, qui est l'ensemble des élus majoritaires. Parce que, alors, chez nous, on a une opposition donc quand je dis élus, je parle forcément des élus de la majorité parce que les élus de l'opposition, c'est un enfer. On va avoir donc la plénière, c'est l'ensemble des élus et tous les membres du collectif qui veulent s'y joindre. Autant vous dire qu'ils sont assez rares parce que pas forcément des sujets qui passionnent les foules. Mais voilà, notamment pour le coup, la plénière, elle a mandat pour déterminer les grandes orientations. Une fois, et donc elle va se réunir moins souvent, mais une fois qu'elle a donné les grandes orientations, les groupes de travail peuvent travailler à leur niveau sur des plus petites orientations. Et le bureau communal ne va servir qu'à vérifier que la décision est en adéquation avec les valeurs, etc. Et à vérifier qu'il n'y a pas plusieurs groupes de travail qui sont sur le sujet, etc. Et du coup, à fluidifier l'exécution. Parce que il faut bien voir, on dit toujours que le bureau communal a beaucoup de pouvoir. Effectivement, il peut en avoir beaucoup ou il peut ne pas en avoir, mais c'est surtout, il est là pour fluidifier. Parce qu'il y a beaucoup de sujets dans une mairie. Le bureau, c'est qui exactement ? Alors, classiquement, le bureau, c'est le maire, les adjoints, les conseillers municipaux délégués. Nous, on y met tous les gens qui ont envie, mais c'est une fois par semaine et c'est le lundi. Et on a le DGS aussi. Et du coup, le maire, il sert à quoi dans une commune comme la vôtre ? Une excellente question. Merci de l'avoir posée. C'est une très bonne question qu'on a mis du temps à se poser. C'est une question qui mérite une réponse à plusieurs niveaux. Il y a à quoi sert le maire dans la mairie, à quoi sert le maire vis-à-vis des élus, et il y a à quoi sert le maire au regard du reste du monde. Et c'est trois rôles très différents. Du coup, moi, par rapport aux élus, je suis une élue, alors pas tout à fait comme les autres. Ce que j'ai en moins, c'est que pour le coup, vu mon niveau d'implication partout, je suis celle qui ne peut pas animer. Je suis celle qui ne doit surtout pas animer les sujets. Parce que j'ai un niveau d'implication partout. Et parce que j'ai une aura, de fait, que je le veuille ou non. Donc je ne dois pas animer. Ce qui est très compliqué parce que j'ai une tendance à animer très prononcée et surtout je supporte pas que ça avance pas, donc c'est un vrai sujet. Il a fallu qu'on se le dise. Bon, en face de ça, je n'ai aucun pouvoir de décision. J'appartiens au groupe de travail auquel j'ai envie de participer, à tous s'il faut, à aucun si je veux. Et j'ai ce regard à 360, ça ira, ça suffira. Donc j'ai ce regard à 360 qui me permet de faire du lien. Ça, c'est important qu'on ait des gens qui fassent du lien entre les différents sujets parce qu'il vraiment, il y a tellement de sujets, un tel panel de sujets qu'à un moment, il faut faire attention à pas oublier que quand on parle de telle voirie, on parle aussi des écoles, et quand on parle des écoles, on parle aussi du sport. Enfin voilà, ça va prendre des dimensions assez incroyables.
Donc j'ai ce regard à 360. Je me suis positionnée en soin des élus aussi. Prendre soin d'eux et du coup animation de l'équipe, non pas pour animer les réunions, mais plus pour animer justement être bien sûr qu'on sait où on va, qu'on connaît nos valeurs, qu'on sait comment on va organiser notre année, des choses comme ça. Et donc je ne décide de rien, sauf le seul endroit où j'ai le mandat, c'est les décisions de sécurité à prendre en urgence. Parce qu'il y a les pouvoirs de police du maire, les pouvoirs régaliens, et que sur ces sujets-là, j'ai mandat pour s'il y a un accident de la route, je peux prendre une décision en urgence sans avoir à référer à un groupe de travail ou quoi. Ça paraît d'une logique absolue, mais c'est très important que ce soit posé. Et par contre, c'est pas parce que j'ai pris la décision qu'après, il faut surtout pas que j'en réfère à tout le monde. Ça veut dire aussi qu'en cas de plan communal de sauvegarde, et ça c'est marrant parce que ça a été cette année, on a déclenché pour la première fois un plan communal de sauvegarde, donc une situation d'urgence parce que la tempête et des inondations. Et ben à ce moment-là, je me suis positionnée en disant, parce que je venais de faire une formation là-dessus, donc c'était pratique. Mais il a fallu que je me positionne pour la première fois comme non, mais là en fait, c'est moi, je suis le DORS, la directrice des opérations de secours. Et donc du coup, à ce titre-là, tout le monde se tait, c'est moi qui donne les ordres, pour de vrai. La seule fois où je l'ai fait dans la mairie, les élus, ça a été un pas pour eux à faire. Mais mine de rien, ils y ont vu le côté pratique, juste pour l'urgence, pour la réaction dans l'urgence. Ça n'a rien changé au reste de notre fonctionnement, mais pour ce sujet-là, c'était hyper important. Mais voilà, donc j'ai le droit à des décisions dans l'urgence, ce qui arrive très rarement. Et ce qui est très fluide en réalité, notamment parce que là-dessus, il y a assez peu de questions à se poser en fait. Vous êtes devenue mère en 3 mois. Votre entourage, comment il a réussi à s'adapter aussi rapidement? Parce que de ce que je comprends, vous avez un conjoint, 1 ou 2 enfants, il me semble, un enfant. C'est prenant quand même. Oui. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Alors, je suis quelqu'un de fondamentalement engagé, comme vous avez pu le comprendre. Donc, ça n'a pas été une surprise pour mon conjoint. Alors déjà, lui-même était sur la liste. C'est-à-dire que ça a été un engagement qu'on a commencé à prendre ensemble. Il a assez rapidement démissionné, notamment parce que c'était pas confortable pour lui de les attaques qui pouvaient m'être faites, même si pour le coup, moi, je les prends pas du tout pour moi. Lui avait plus de mal avec ça. Et puis, il avait pas envie de s'engager comme ça, enfin bref. Du coup, mais par contre, il sait que c'est parfaitement constitutif de qui je suis. Donc il en a un respect absolu. Ma fille, elle a pas eu trop le choix. Pour le coup, mais l'histoire c'est que c'est marrant parce que là on est aux rencontres, les gens me demandent mais ça prend pas trop de temps. Et c'est terrible parce que en même temps on est là pour leur donner envie de le faire et en même temps je veux pas leur mentir. Si, ça prend énormément de temps. Oui, bien sûr. Mais finalement ça n'est que du temps qu'on peut donner. Faut savoir gérer son temps, ça s'apprend, hein, c'est pas du tout un truc inné, surtout dans une mairie, surtout quand on est maire, où on nous donne ce statut et donc du coup on a l'impression qu'on doit faire des choses pour le mériter, et donc du coup en plus comme on touche plus d'argent que les autres, et ben alors attention, quand je dis on touche plus d'argent que les autres, je rappelle que pour ma part je touche 1 200 €. Et pas non plus sur des sommes incroyables. Mais il faut qu'on en fasse plus. Non, mais on en fait plus de base. Donc, faut savoir s'apaiser de ça aussi. Il faut savoir se satisfaire de ce qu'on peut donner. Faut savoir que des fois, parce que ça nous porte, parce que les sujets nous portent, parce qu'on sait que on va être un élément clé. Et quand je dis on, ça peut être moi, mais ça peut être un adjoint, etc. À ce moment-là, on va être un élément clé d'un sujet. Ben, il va falloir y mettre du temps. Et qu'après il va peut-être falloir se mettre un petit peu en recul sur d'autres sujets. Au tout début c'est extrêmement compliqué parce que tous les sujets sont parfaitement happants, donc ça se règle au fur et à mesure. Faut savoir lâcher prise, ça c'est un gros conseil, et puis il faut savoir s'entourer bien, et pour le coup j'ai beaucoup de chance, je suis très bien entourée. Et ça, vous le saviez avant ou c'est en étant mère qu'on s'en rend compte? Que je suis bien entourée? Ouais. C'est une excellente question. C'est la partie psycho du podcast. Ouais, vraiment.
Non, je le savais avant. Je le savais avant parce que juste avant d'être mère, entre la mairie et la maternité, j'ai vécu un cancer. Donc un cancer, c'est un bon moment pour voir comment on est entouré. Je savais que j'étais très bien entourée. Ça paraît un peu bateau, mais est-ce que cette épreuve-là, ça a donné une envie de se battre et après qui pousse en politique aussi? Non, pas plus que ça. Pas moi non plus, mais pas plus. En l'occurrence, c'est plus, c'est pas tant que ça m'a donné envie que ça m'a donné du temps, parce qu'en fait, j'ai été en arrêt pendant un peu plus d'1 an, ce qui m'a permis de beaucoup faire de choses pour le planning, parce que j'ai eu la grande chance de ne pas trop mal vivre ma chimio. Donc ça m'a permis de pouvoir m'impliquer beaucoup au planning familial. Donc ça m'a donné cet élan-là. Avec moi ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que moins j'étais payée pour travailler, plus j'étais capable de travailler. Donc c'est pas pratique ça. C'est pas très pratique. mais le fait est qu'à la mairie, et c'est sans doute à la mairie que j'ai le plus travaillé dans ma vie, mais c'est justement parce que je ne suis pas payée pour ce que je fais. Je suis indemnisée pour dégager du temps, donc je sais que j'ai le temps de le faire, mais je ne suis pas payée pour faire quelque chose. Et donc du coup, j'ai pas non plus la pression, et donc du coup, je peux très bien, à un moment, dire non mais en fait, je suis pas là. Je suis pas là. Là, j'ai besoin de dormir. Ce qui ne m'arrive pas en réalité. Mais ça pourrait. Et est-ce que vous continuez à avoir une activité professionnelle à côté? Non, j'ai la chance de justement avoir pu mettre mon activité sur pause. En plus, à IMA, on a cette particularité, alors je pense qu'on n'est pas les seuls, mais à pouvoir, quand on est mère, uniquement quand on est mère, ça c'est un petit peu un sujet, mais à avoir une disponibilité de 6 ans, renouvelable une fois. Donc du coup, ça colle vraiment avec mon mandat, quoi. Ah, c'est incroyable. Ouais, ça c'est pratique. Ouais. Et donc ça veut dire que potentiellement, si vous réenchaînez avec un temps de mandat, 12 ans après, vous pouvez reprendre votre emploi. Je peux. C'est fou. Et ça crée une sécurité très importante. Moi, j'ai besoin de sécurité. J'ai besoin de savoir comment je vais nourrir ma famille. Et donc, ça crée une sécurité qui est importante. Aujourd'hui, quelle est la chose dont vous êtes le plus fier d'avoir accompli en tant que mère? Vous vous souvenez quand je disais que j'avais des passions bizarres? Oui. L'autre passion que j'ai développée quand je suis devenue mère, c'est vraiment un truc que j'ai découvert avec la mairie, c'est que j'ai découvert que les mères étaient les personnes qui s'occupaient des cimetières. Et donc j'ai développé une passion absolue pour les cimetières. Et donc je suis très fière de pouvoir vous dire qu'on peut faire une séquence parfaitement démocratique avec les cimetières, que le comité qui est le plus actif dans ma commune, c'est le comité cimetière, qui est composé d'agents, d'élus, d'habitants volontaires et qui se renouvellent régulièrement, enfin qui se renouvellent non, ils reviennent, mais il y en a d'autres qui veulent venir participer à ce comité, de professionnels, notamment des pompes funèbres, d'associations, parce qu'on a tout un enjeu patrimonial là-dessus et que c'est l'un des comités qui est le plus dynamique et que ce comité voit là la naissance d'un cimetière naturel et paysager qui pour le coup reprend sur un sujet purement communal toutes les ambitions d'une commune participative. C'est faux que le sujet le plus heureux soit quelque part un cimetière, mais je trouve ça très beau en fait, parce que c'est la vie. J'ai des photos superbes. Mais oui, c'est exactement ça, c'est la vie, c'est l'histoire, c'est le patrimoine, c'est la mort, c'est la famille, c'est tout ça un cimetière, et c'est très marqueur d'une commune. Là, c'est l'identité d'une commune aussi. Et au contraire, quel est votre plus grand échec? Oula, c'est dur comme question. Mon plus grand échec. Je réfléchis. Il y a plein de petites choses que, sans les regretter, parce que j'ai pas de tendance à regretter quoi que ce soit. Il y a plein de petites choses où je me dis que ça aurait été bien si on les avait fait différemment. Mais je suis pas du genre non plus à me flageller. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses où on n'a pas été bon, mais que c'est pas pour autant des échecs, c'est des façons d'apprendre. On va dire un axe d'amélioration alors. L'une de mes plus grandes découvertes, voilà, on va plus parler de ça. Est-ce que c'est un axe d'amélioration? Je ne sais pas, c'est la temporalité municipale. C'est incroyable le temps que prend tout. C'est un truc qu'on disait beaucoup au début du mandat. De toute façon, nous, on n'est que de passage. Ça, c'est un truc, on le martèle régulièrement. Nous, on n'est que de passage. Or, ce qui est important, c'est que la commune aille dans un sens, qu'elle prenne une direction. Ce sera avec nous par la suite, ce sera sans nous
et ce sera avec d'autres gens, ce sera toujours avec les habitants. Et donc il faut qu'il y ait une direction communale, et notamment on voulait faire un plan de référence urbanistique pour les 40 ans à venir. Voilà, quelque chose qui nous dépasse complètement et qui soit plus... Et ben je pense qu'on aurait dû beaucoup plus s'attacher à faire ça sur tous les sujets, c'est-à-dire voir comment tous ces sujets-là allaient nous dépasser. Mais en fait, c'est bien le grand piège de ce genre de choses, c'est on est pris dans le quotidien. Et le quotidien, on se rend pas compte, mais le quotidien d'une mairie est rempli de sollicitations perpétuelles sur des petits sujets, des gros sujets, des moyens sujets, des sujets au niveau communal, départemental, intercommunal, national. Ça part dans tous les sens, dans toutes les directions, et c'est très 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 facile de se faire happer par le quotidien. En parlant de temporalité, vous l'avez évoqué, aujourd'hui on est aux rencontres nationales des listes participatives et citoyennes à Vaour, qui est un moment très particulier pour le réseau Action Commune dont vous faites partie. On est aussi dans un moment, on est seulement un peu moins de 2 mois après les élections législatives qui ont été faites de manière anticipée. Pourquoi c'est important de tenir ces rencontres aujourd'hui et de ce que vous avez dit aussi évoqué pendant le podcast, de répandre un peu la bonne parole et d'aller parler à d'autres listes pour qu'elles se montent partout en France? Alors moi je crois que c'est de toute façon une vocation d'éducation populaire. Enfin, je pense que quand on est participatif, on a une vocation d'éducation populaire. Parce que justement, rendre le pouvoir aux habitants, c'est leur rendre le pouvoir de partager... de partager, alors une éducation, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais en tout cas des connaissances, etc. Et donc faire réseau, c'est ça, c'est partager ensemble, et puis ensuite partager à d'autres qui seraient pas forcément, qui auraient pas forcément pensé dès le début, et puis partager effectivement des valeurs, la dénotabilisation du maire, le fait que le maire soit pas l'alpha et l'oméga d'une mairie et d'une commune et de rien du tout d'ailleurs. Ça c'est un concept qu'il faut arriver à imbiber dans la tête des gens, et c'est pas simple. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Pourquoi c'est important? Justement pour redonner un espace aux personnes qui sont désespérées par la montée du fascisme, redonner des espaces où il est possible de faire des choses. Alors demain, toujours dans le cadre des rencontres, je vais participer à une conférence sur les villes et villages refuges. Ça, moi, c'est un truc, effectivement, les élections législatives, là, nous ont plongé dans cette question-là, c'est qu'allons-nous faire, nous, en tant que mairie, si le RN passe, si on a un gouvernement d'extrême droite? C'est une question qu'on m'avait posée déjà aux dernières élections et sur laquelle j'avais, sur le coup, pas réussi à répondre. Aujourd'hui, je sais répondre. Heureusement qu'on m'a posé la question il y a quelques années. Aujourd'hui, je sais répondre. Ce que je vais répondre, c'est au contraire, moi, je veux rester là. Pourquoi je veux rester là? Pour être un espace de refuge pour justement toutes les personnes qui vont subir des oppressions multipliées par 10 000 avec la montée des fascismes. Je veux être un espace refuge qu'on est déjà en l'occurrence, puisque par exemple nous dans la commune on a un logement d'urgence pour les femmes victimes de violences et qu'on en profite pour justement faire réseau autour de ces femmes, et donc c'est quelque chose qu'on met déjà en place, et là on pourra le faire, on pourrait le faire de manière, enfin si c'était, on commence à travailler à le faire de manière décuplée parce qu'on se rend bien compte qu'il va y avoir un besoin là-dessus. Et ça permet un espace refuge, c'est un espace d'apaisement, mais c'est aussi un espace pour redonner confiance et redonner de l'espoir et redonner du pouvoir d'agir. Toujours pareil, redonner du pouvoir d'agir à tous ces habitants qui se sentent dépossédés de leur pouvoir d'agir. Et notamment ceux qui pourraient aller flirter vers le RN en imaginant que c'est là que sera leur pouvoir d'agir, parce que ça changerait complètement, et que donc du coup enfin mais aussi ces gens qui sont pas forcément d'accord avec les idées du Rassemblement national et qui savent pas comment en sortir. Pour le coup, c'est aussi important de moi je parle beaucoup, quand je parle ville et village refuge, je donne beaucoup cet exemple qui en tout cas moi m'a beaucoup porté au moment des élections législatives, là, parce que ça a été évidemment un moment très violent pour les personnes engagées qu'on est. C'est évidemment quelque chose de très violent ce qui s'est passé. Moi j'ai beaucoup utilisé cette image-là. Il y avait 2 types de résistance.
Il y avait la résistance qui allait mettre des bombes sous les trains pour faire sauter les voies ferrées, etc. Et puis il y avait la résistance qui cachait les juifs. Moi, je crois que dans une commune, on peut être la résistance qui cache les juifs. On peut être justement cet espace de sécurité et on peut être ce réseau. Et vraiment, je crois beaucoup à ce réseau qui va justement protéger les populations. Je crois que demain, il va y avoir un enjeu à protéger des populations qui vont être la cible d'attaque, qui sont déjà aujourd'hui la cible d'attaque, et donc c'est important de les protéger tout de suite. Mais à force de justement commencer à les protéger dès maintenant, on va être connu et reconnu dans les réseaux de manière discrète, et on va savoir qu'on va pouvoir se tourner vers nous. Est-ce que pour répondre à cette menace fasciste, vous voyez maire encore longtemps ? De toute façon, je suis contre le cumul des mandats, donc je peux accepter l'idée de faire un deuxième mandat pour une question de facilité d'apprentissage, dans le sens où, mine de rien, on aura mis quand même beaucoup de temps à connaître ce qu'il fallait faire et se faire connaître sur un premier mandat, pas aidé par le Covid, etc. Que donc du coup ça peut avoir du sens de faire un deuxième mandat. Pour le coup, c'est pas moi qui déciderai, c'est bien quelque chose que je remets dans les mains du collectif. Je me tiens à disposition, mais sans aucune... Enfin voilà, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, il n'y a aucun problème là-dessus. Et ça peut aussi être une idée complètement différente, et pas de problème là-dessus. De toute façon, ça ne dépassera pas 2 mandats. Parce que si au bout de 2 mandats, on n'a pas été capable de faire émerger d'autres gens, c'est qu'on a manqué quelque chose. Là vraiment, au contraire, il faut s'attacher à faire émerger d'autres gens, parce que vraiment, moi je suis que de passage. Justement, quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut monter une liste en 2026 ? De laisser la place aux femmes. De laisser la place aux femmes, de se confronter aux différentes oppressions pour voir dans comment éviter certains dangers, d'aller s'intéresser justement aux outils qu'ont mis en place le réseau, comme la boussole des listes participatives, pour justement aller se poser des questions sur ok, pourquoi on fait ça, quel public on veut toucher, quelles sont les valeurs qu'on veut défendre. Ça, c'est vraiment la première chose. Et surtout profiter, parce que c'est une expérience incroyable. C'est génial. C'est en même temps de l'inconnu. Personne ne sait ce que fait un maire dans sa vie de tous les jours, et en même temps tout le monde sait qui est le maire, et enfin c'est subtil. C'est en même temps c'est vraiment une expérience incroyable à vivre. Et ne serait-ce que même si on avait perdu les élections, et on était tout à fait prêt à perdre les élections, on a vécu l'expérience de la campagne, même si elle a été très rapide, a été une expérience incroyable de vie, de militantisme, de réflexion sur qu'est-ce que c'est nos valeurs et comment est-ce qu'on veut le mettre en place dans notre quotidien. Alors ça, c'était génial. Donc juste pour vivre ça, allez-y, lancez-vous. Et surtout, reprenez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Les mairies, elles sont à vous. Personne n'est compétent. Personne n'est plus compétent que vous. La mairie est à vous et sentez-vous vivant. Exactement. J'adore cette conclusion. Merci beaucoup, Madame la maire. Je sais que ces derniers temps, l'actualité politique peut être difficile à encaisser. Nous sommes nombreux à ressentir de l'incertitude, à vivre dans un flou inquiétant. Mais Laetitia Hameau et tant d'autres maires nous montrent qu'il est encore possible de vivre un engagement politique heureux à l'échelle de nos communes. Un engagement qui fait sens, qui redonne de l'espoir et qui nous reconnecte à ce qui compte vraiment, les autres. À 1 an des prochaines élections municipales, je vous invite à expérimenter cette joie de l'engagement local. Rejoindre un collectif, faire entendre vos préoccupations, écouter les autres, rencontrer des personnes que vous n'auriez jamais croisées. Vous apprendrez à savoir pourquoi vous vous battez, à défendre des idées, à convaincre et même à vous laisser convaincre. Et même si la route est semée d'embûches et que la victoire n'est pas toujours au bout du chemin, vous ne regretterez certainement jamais de vous être lancé. Parce que l'engagement local, c'est bien plus qu'une élection. C'est une aventure humaine, parfois difficile mais profondément gratifiante. N'oubliez pas, la mairie est à vous. À très bientôt dans un nouvel épisode de Vie de maire. Vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, alors on imagine qu'il vous a plu. Pour nous soutenir, laissez-nous des étoiles, des commentaires, partagez l'épisode à vos copains et suivez-nous sur Instagram @Vie de maire.
Chaque soutien est hyper précieux. À bientôt dans une prochaine Vie de mère.